Si vous ne produisez pas assez de diagnostics-traitements, bien vous ne pourrez pas financer un nouvel hôpital. L'hôpital est-il devenu une entreprise comme une autre ? Comment protéger l'humain et le soin dans un système en crise où beaucoup se plaignent d'une perte de sens ? Et cette perte de sens est-elle le reflet d'un trouble encore plus large, plus sociétal ? Pour aborder ces questions, difficile de trouver un interlocuteur aussi adéquat qu'Éric Bonvin. Médecin psychiatre au riche parcours, avec entre autres une formation en anthropologie et en hypnose, il est aussi directeur général de l'hôpital du Valais. Éric Bonvin est l'invité de Parce qu'il faut bien vivre, un podcast d'entretien vivant, curieux et décalé qui traite des grands défis contemporains et questionne l'actualité. Je suis Bertrand Kieffer, médecin, théologien, éthicien et ex-rédacteur en chef de la Revue médicale suisse. Bienvenue. Bonjour Éric Bonvin. Bonjour Bertrand Kieffer. Quelle époque nous vivons. Sans cesse rivés à nos écrans, l'information qui coule à flot continu. On est saturé de stimuli de toutes sortes. La technologie pénètre en profondeur dans nos manières de penser. Et même nos représentations du monde ne cessent d'être transformées par cette technologie. Qu'est-ce qu'il en pense, le psychiatre que vous êtes ? Qu'est-ce qu'il pense de cette atteinte à notre intégrité cognitive ? J'ai l'impression que ce qui est intéressant avec ça, c'est que c'est pas tant le côté psychiatrique, c'est le côté presque anthropologique, j'ai envie de dire. Moi, cela me renvoie surtout à cette sorte d'aboutissement un peu apocalyptique de la rationalité moderne, ou du rationalisme plus exactement. C'est-à-dire cette idée que le monde n'est fait que de choses qui sont mesurables, quantifiables, et que ces choses-là, on a la capacité de les manipuler. Et c'est ça la technique, en fait, c'est d'avoir prise, par notre raison, avoir prise sur le monde dans lequel nous sommes. Et nous transformons le monde avec cette capacité-là, mais le monde des choses, évidemment. Mais en même temps, la technique, en s'appropriant notre langage, produit aussi des choses, mais quand même des actes qui ont un aspect symbolique, qui ont une efficacité symbolique. C'est pas seulement des choses en tant que choses. Ah, on est bien d'accord. Mais par contre, je pense que la technique est le langage de la modernité. Et non pas l'inverse. Donc, je crois qu'on est en train de rendre le vivant objet, on l'objective, on rend le vivant objet, et c'est cette dynamique-là qui est en cours. Alors le symbolisme là-dedans, justement, le symbolisme, c'est le symbolos. Comment est-ce qu'on relie le monde des idées, le monde de la sensation, du vécu, de l'éprouvé, avec le monde du prouvé. Comment est-ce qu'on met ces deux choses ensemble ? Et je crois que c'est le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est en train de faire disparaître cette possibilité de lien. On est en train d'enlever tout symbolisme dans cette idée que finalement n'est vrai que ce qui est rendu intelligible et mesurable fait disparaître du même coup aussi tout ce qui est singulier, tout ce qui est qualitatif, tout ce qui est lié finalement à l'être vivant. Il y a un phénomène qui est intéressant par rapport à cela, c'est, pour prendre un petit exemple, c'est la question de la qualité aujourd'hui. Regardons de quelle manière nous parlons de la qualité. Si on reprend la première définition dans le dictionnaire du terme qualité, c'est ce qui ne se mesure pas. Et aujourd'hui, nous voyons partout des mesures, des indicateurs de qualité. Dans les hôpitaux, puisqu'on parle de ça, mais partout, on prend des indicateurs qualité, comme si nous avions réussi à domestiquer, en quelque sorte, l'incommensurable, l'irrationnel et toutes ces choses-là, alors qu'en fait, c'est plutôt une censure de l'irrationnel, une censure de la vraie qualité que nous vivons aujourd'hui. Éric Bonvin, vous êtes un être quand même passablement hybride, puisque vous êtes à la fois psychiatre et directeur d'un hôpital important, l'hôpital du Valais. Et à ce titre-là, quand même, comment est-ce que vous voyez cette emprise qu'il y a aussi de la technique dans l'hôpital, dans le management, dans l'organisation des soins, où tout ça, justement, vous parliez de qualité, mais tout est quantifié, tout doit être quantifié pour être rémunéré, pour être contrôlé, pour être, pour tous les aspects finalement des liens entre la médecine et la société. Comment est-ce que vous le vivez, vous, ça ? C'est une espèce d'injonction paradoxale. C'est le bon terme.
C'est le vécu permanent d'une injonction paradoxale, et le propre de l'injonction paradoxale, c'est que ça nous rend fous. Donc Vous avez l'impression de devenir fou? À certains moments, probablement. Oui. Ça a l'air d'aller encore. Mais c'est peut-être pas mal aussi d'être un peu fou dans ce système. Ah, ça, c'est très psychiatrique. Mais par contre, oui, je pense que c'est un vrai enjeu. Alors, je pense que c'est un moment de tension permanent. Et puis, en même temps, il y a beaucoup d'enjeux là-dedans, parce que finalement, la médecine, l'hôpital qui est devenu depuis le 19e siècle l'hôpital médical, avant c'était l'hôpital social, il est devenu l'hôpital médical pour la médecine. Cette médecine, elle est censée trouver son fondement dans cette partie hospitalière, ce qui vient d'hospitalité, c'est-à-dire qui vient de l'accueil, de la protection que l'on donne aussi, que ce soit aux voyageurs, que ce soit aux religieux ou que ce soit aux malades, justement. Et cette fonction-là de l'institution hospitalière dans la société, eh bien, elle est gentiment en train de disparaître. Je ne suis plus sûr que l'hôpital reste aujourd'hui une institution du soin. Ça devient un centre de production aujourd'hui. Et c'est ça qu'il y a de terrifiant là-dedans. C'est pour ça que c'est important de garder un pied dans ce monde-là, non pas pour le faire continuer, mais pour essayer d'y préserver quand même cette racine de l'institution du soin, c'est-à-dire de l'attention, de la sollicitude à autrui et à la personne qui est souffrante. Et cela se perd beaucoup. Et oui, ça c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Vous parlez d'hôpital comme ça devient un centre. Vous dites ça devient un centre de production, mais qu'est-ce que produit l'hôpital? Parce que s'il y a une chose frappante, c'est qu'on y adopte des stratégies de management du type lean thinking, même la toyotisation des soins, on parle même de ça. Mais Toyota, on voit bien ce que ça fait des voitures. Un hôpital, qu'est-ce que ça produit? Déjà, c'est la première utopie de l'hôpital actuel et moderne, de l'hôpital néolibéraliste. C'est de croire que l'on produit quelque chose. On a inventé quelque chose pour ça, oui. On a inventé dans les années 70, on a inventé un produit. On a associé un diagnostic à un traitement. C'est ce couple diagnostic-traitement qui est produit dans l'hôpital, qui a un prix, qui est quantifié, qui a un prix et ce prix fait fonctionner finalement. Jusque dans les années 90, 2000, on était encore dans des hôpitaux qui étaient financés je pense à juste titre, par l'État, de manière générale. Et on est parti dans l'idée que, en inventant cette productivité de ce produit diagnostic-traitement, on arriverait à rendre, à libérer en quelque sorte l'État de cette charge de l'institution du soin pour qu'elle vive par elle-même. Donc, ce produit est censé aujourd'hui financer l'activité d'abord des soignants, parce qu'à 80%, c'est quand même des personnels qui travaillent, et l'infrastructure aussi, la construction des hôpitaux. Nous sommes dans une phase durant ces années où il y a des cycles comme ça. Un hôpital, ça se change environ, disons, entre 40 et 50 ans. Et en ce moment, on a beaucoup d'hôpitaux qui sont reconstruits ou construits de nouveau. Et on voit bien que là aussi, il faut trouver des financements. Alors, on a ce paradoxe qui est épouvantable où on dit, mais si vous ne produisez pas assez de diagnostic-traitement, c'est-à-dire de maladies et de traitements, eh bien, vous ne pourrez pas financer un nouvel hôpital. Donc, on est dans cette logique qui est devenue, c'est vraiment la pure logique, à la fois en termes de fonctionnement économique, c'est cette logique néolibérale qui dit que tout est marché. Tout est marché. La santé, le soin, tout est un marché. Nous arriverons par l'idéologie du marché, les théories d'Adam Smith, on arrivera évidemment à faire cette autorégulation qui est souhaitée en disant l'offre et la demande vont se réguler d'eux-mêmes. Il n'y a pas besoin d'avoir une intervention de l'État, ou de la collectivité là-dedans, ça se fera tout seul. Et le produit qui est échangé là-dedans, c'est cette question du diagnostic-traitement. Et cette idée-là, elle a conduit finalement à
à cette entreprise commerciale qui est gérée selon les méthodes du New Public Management qui sont associées, c'est-à-dire qui dit que tout peut être réglé à l'image d'une entreprise ou de l'industrie, la production industrielle, et que tout devrait, dans le meilleur des mondes, fonctionner très bien. C'était le projet de la Lamal, qui est rentré en fonction depuis 1996. Et puis, on se rend compte quand même que ça marche pas. Et en ce moment, on est bien embêté avec ça, parce que ça marche pas du tout. Il y a pas mal de problèmes autour d'abord l'organisation du système de santé, qui est plutôt un système de soins qu'un système de santé, mais aussi peut-être que la crise est-elle encore plus profonde au niveau de la question du normal et du pathologique. Au fond, qu'est-ce que c'est que être en santé? Quel est le rôle là-dedans d'un hôpital? Quels seraient les remèdes à apporter à tout ça? Est-ce qu'il faudrait complètement changer le paradigme? Non, je ne pense pas qu'il faille changer le paradigme. Il faut l'élargir. S'agissant de l'institution, il faut d'abord, je pense simplement que l'institution revienne à sa finalité première, c'est-à-dire soigner. Aujourd'hui, on a perverti, toutes les institutions ont été perverties dans la mesure où on a changé la finalité. L'institution, c'est une organisation collective qui poursuit un but pour la collectivité. Et on a complètement perverti cette affaire-là en disant que l'institution, c'est une affaire financière. Et les finances sont un moyen. On a inversé la fin et les moyens. Et ça pose un grand problème. Il faut revenir à la finalité. Alors, c'est pour ça que je dis élargir, parce que dans le fond, elle existe quelque part, cette finalité. On le sent bien, on sait bien, entre nous, implicitement, nous savons bien dans notre culture qu'un hôpital, c'est là pour soigner. On y va parce qu'on souffre de quelque chose. Et je pense qu'il faut revaloriser, alors pas dans le sens financier, mais dans le sens de la valeur humaine, revaloriser cette finalité. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est se poser la question de savoir qu'est-ce qui soigne. Si on a un grand malentendu, je parlais de la qualité tout à l'heure, c'est un des grands malentendus que l'on a entre les personnes qui s'adressent à l'institution de la médecine, s'adressent en s'attendant, et on le voit dans les enquêtes d'opinion de la population qui dit nous aimerions des médecins, des soignants qui soient plus humains, qui aient plus de qualité humaine, dans le sens non mesurable du terme. Mais la réponse de l'institution est de dire, oui, on vous donne de la qualité, on la mesure. C'est la définition de la qualité qu'il y a dans l'industrie, c'est-à-dire la bonne facture d'un objet. Et donc, on ne peut pas s'entendre, mais je crois qu'il faut revenir à cette vraie notion de la qualité humaine. Donc, si on revient à la finalité du soin de l'hôpital soigne notamment en traitant des maladies. Mais traiter des maladies, ça ne veut pas forcément dire soigner. Il faut amener, c'est ça l'art de l'institution, c'est d'amener les choses ensemble. Et là, nous avons une possibilité de redonner à la question technique du traitement de la maladie, redonner cette dimension qui est le soin du patient, c'est-à-dire de l'être qui souffre. Et c'est dans ce sens qu'il faut réélargir tout cela. Aujourd'hui, on a compartimenté les choses. On dit on va chez le médecin conventionnel ou à l'hôpital pour réparer le corps, pour traiter la maladie. C'est la corps-machine de Descartes, enfin toutes ces choses-là. Et puis alors, on va se faire du bien ailleurs. On va dire oui, on va se prendre ce supplément d'âme, on va le faire dans des approches dites alternatives, complémentaires et autres. Mais pourquoi ne pas les remettre ensemble? On a fait une médecine contre placebo. On dit la vraie médecine, la réalité, la vérité, elle est dans ce qui n'est pas du placebo. Mais allons-y, pour une médecine avec placebo, pourquoi ne pas les mettre ensemble? Pourquoi avoir peur de ce que l'on doit? On doit exclure, on doit censurer cette dimension qui nous échappe, pour laquelle personne n'a d'explication sur qu'est-ce que cela fait d'éprouver la souffrance ou d'éprouver le soulagement. Pourquoi ne pas le remettre avec toute cette dose d'inconnu, d'incertitude que nous avons par rapport à cela? Et c'est ça le problème aujourd'hui. C'est qu'on a, en créant ce produit aujourd'hui, diagnostic-traitement, c'est comme si on a compacté là-dedans l'idée que si on souffre, c'est parce qu'on a une maladie. Et donc, on a forcément un produit pour régler ce problème. Mais en même temps, les choses sont extrêmement complexes. Les gens, quand on veut faire évoluer le système de santé, en particulier en déshospitalisant davantage les soins, on voit à quel point les gens investissent l'hôpital d'un regard extrêmement culturel, symbolique, voire religieux. Même l'hôpital, pour eux, c'est l'endroit où on prend en charge, sans discuter,
les gens qui souffrent sans leur poser des questions sur leur comportement, enfin sans les juger sur leur comportement, et on accompagne les gens jusqu'à la mort, enfin, etc. Il y a un attachement quand même à ce côté, malgré tout, là, soin. Et puis aussi, toutes ces autres dimensions, par exemple, le côté consommateur qu'on voit dans la population, qui pense la médecine, qui pense l'hôpital, ça va dans le sens du néolibéralisme, comme un droit pour le consommateur qui a payé son assurance maladie. Enfin, toutes ces dimensions sont là dans se conjuguer, s'entrechoquer parfois dans ce système et dans cet hôpital. Comment sortir de ça ou comment avancer avec ça? Mais je pense que c'est aussi en considérant que l'hôpital, ce ne sont pas des murs, ni un plateau technique. L'hôpital, c'est d'abord une institution humaine. Ce sont les compétences qui sont à l'hôpital, qui sont importantes. Ce ne sont pas les murs. On a beaucoup de débats là-dessus, par exemple dans le domaine de la psychiatrie. Et en ce moment, c'est la même chose. On essaie de reconstruire. La question aujourd'hui est de dire est-ce qu'il faut réinvestir dans des hôpitaux psychiatriques. Et beaucoup, effectivement, comme cela a été dit, pensent que c'est important d'avoir le lieu. Mais ce lieu, aujourd'hui, de l'hôpital psychiatrique, qui, au XIXe siècle, était encore un lieu d'enfermement, il est devenu aujourd'hui un lieu d'abandon. L'hôpital psychiatrique, aujourd'hui, il faut se rendre compte qu'avec la loi sur le travail, le fait que les congrégations religieuses ont quitté les institutions hospitalières, le fait que le travail se fait à la prestation qui est comptée et minutée, fait que dans un hôpital psychiatrique, à partir de 5 heures l'après-midi jusqu'à 8 heures du matin, il ne se passe plus rien. Et le pire, c'est que à partir du vendredi après-midi et jusqu'au lundi matin, il ne se passe plus rien. Les patients sont abandonnés dans ce lieu. Ils sont abandonnés, ils ne voient personne, à part leurs familles qui viennent et puis qui arrivent dans un univers d'une tristesse épouvantable. Et on a encore des théories aujourd'hui sur la question de l'enfermement, mais il faut arrêter. Le problème, il n'est pas là, c'est la désinsertion, c'est la désafférentation de ces personnes de l'ensemble de la société. Ça n'est pas ça, l'hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique devait être un lieu de soins. Donc, ce sont ces compétences qui étaient magnifiques à un moment donné lorsqu'elles permettaient à une communauté de se constituer dans l'institution pour encadrer une personne en détresse. Mais aujourd'hui, il n'y a plus cette communauté. Cette communauté, elle est sur le timbrage, le truc, enfin tout ça. Et c'est pas un reproche à ces gens qui travaillent, qui font bien leur travail, mais le système est ainsi fait. Et la question aujourd'hui est de sortir des murs. L'hôpital n'est pas dans les murs, c'est de prendre les compétences de l'hôpital et d'aller dans la société. Ça, c'était tout l'enjeu déjà de l'antipsychiatrie des années 70 et qui était très, très intéressant, mais on ne l'a jamais vraiment abouti. On est resté sur cette idée que l'hôpital, ça doit rester dans des murs. Une espèce d'entreprise, au fond. Une entreprise, exactement, un lieu de production. Et on est en train de perdre aujourd'hui des ressources et des moyens énormes. On préfère les investir dans des murs et dans de la technologie plutôt que de l'investir dans l'humain. C'est le grand drame dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est ce que l'on voit se passer dans les EMS. C'est une loi de l'économie qui s'appelle la cost disease, la maladie des coûts. Et on la connaît depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on est dans une société dans laquelle une entreprise, surtout les entreprises culturelles, par exemple, mais on peut y mettre les entreprises de soins, c'est la même chose, qui sont basées sur une activité humaine. On ne peut pas soigner sans l'être humain. Mais l'être humain coûte de plus en plus cher dans son travail. Donc on va toujours chercher à techniciser, parce que la comparaison qui était faite par l'équipe de Baumol, qui était cet économiste, cette école qui analysait cela, faisait la comparaison entre l'évolution des coûts de la technologie. Prenons un ordinateur. Si un ordinateur, il y a 50, 60 ans, il valait des dizaines de milliers de francs, c'est pas des centaines de milliers. Puis aujourd'hui, pour 500 francs, on a un petit ordinateur portable. Et c'est une courbe qui est inverse à celle du salaire que l'on donne aux gens. Et donc, les lieux d'activité humaine ne peuvent pas survivre dans cette société. On est en train de réduire cela. Alors, les EMS, les hôpitaux, on est en train d'amener la technologie, les petits robots qui vont divertir les personnes âgées. On va décharger le plus possible, finalement, les coûts financiers des ressources humaines pour préférer la technologie. Et on fait la même chose, finalement, maintenant, dans cette utopie de construire des hôpitaux à coût de millions, dans des murs, dans la technologie, en pensant et dans la digitalisation, par ailleurs. C'est la même utopie. Et
c'est la même tromperie que l'on a là-dedans, c'est qu'on va pouvoir libérer un peu l'humain de cela, mais en fait, on est en train de faire disparaître l'humain de cette activité. Et puis c'est aussi cette question du sens qui est à l'origine, en tout cas dans les enquêtes, du mal-être des jeunes médecins, des soignants en général, peut-être d'ailleurs une partie du mal-être et des troubles psychiques dans la société, en particulier chez les jeunes. Quelle place vous donnez à la question du sens, à ce concept de sens ? Alors, le sens, encore une fois, il revient sur la question de la finalité de l'institution. Et ça, c'est très, très important. Mais maintenant, collectivement, j'ai l'impression qu'on doit sortir aussi d'un travail qui s'est fait dans la modernité, qui a certes été intéressant, encore une fois. Il ne s'agit pas de tirer un trait sur tout ça, mais on a quand même vécu une période utilitariste aussi qui a été très forte, qui a eu des projets extraordinaires qui ont été jusqu'à la création de l'État social, des assurances sociales, ce principe de la solidarité, mais qui partait de ce principe de l'utilitarisme qui disait qu'il fallait distribuer la plus grande quantité de bonheur à la plus grande quantité de personnes possible. Et on a standardisé les choses par rapport à cela. Et la médecine qui a suivi cela, et voyons la création de l'OMS, par exemple, et la première définition de la santé, en créant le concept de santé. En utilisant un substantif. C'est un substantif, c'est une chose. La santé, c'est davantage que l'absence de maladie. C'est un état de parfait équilibre, le complet bien-être, bio, psychosocial. Mais ce qui me frappe beaucoup dans cette définition, c'est davantage que l'absence de maladie. C'est-à-dire qu'il y a un prérequis à trouver ce bien-être bio-psychosocial, c'est l'absence de maladie. Et la médecine, elle s'est engouffrée là-dedans. Avec un projet magnifique. Le projet OMS 2000, à l'époque, c'était l'éradication de la maladie. Donc, il faut s'imaginer l'idéalisme qu'il y avait là derrière. On va éradiquer la maladie de la planète. On va éradiquer les grandes maladies, elles vont disparaître. L'humanité pourra vivre sans maladie. Elle s'est lancée là-dedans. Et encore une fois, je pense que c'était un objectif noble, évidemment, qui touchait beaucoup de choses, beaucoup de domaines, mais qui était un objectif noble. Mais simplement, il a échoué. Le premier grand échec était évidemment l'épidémie HIV, où là, on s'est rendu compte que c'était pas si simple. On voit arriver maintenant la résistance aux antibiotiques. On voit de plus en plus que tout ce que l'on pensait être salvateur devient iatrogène, en quelque sorte. Sans parler du fait que la technologie médicale fait qu'il n'y a plus personne en bonne santé, au sens justement de ce sens étroit, puisque chez tout le monde, on peut voir des prémices de maladie, et puis voir aussi faire des prédictions de maladies. Enfin, il n'y a pas la pleine santé n'est plus quelque chose de scientifique, on pourrait dire, au sens de la science médicale. Bon, d'une part, parce que c'est ça qui est de fascinant et de paradoxal. On est dans une aporie, c'est-à-dire que la médecine était partie avec cette définition dans l'idée de diminuer la charge de la maladie et l'en crée de plus en plus. On a chaque année plus dans les répertoires de diagnostic, la CIM-10, enfin la CIM, etc. Il y a de plus en plus de maladies puisqu'on diagnostique de plus en plus. Et donc, évidemment, on a de moins en moins de chances d'atteindre cet état de santé. Personnellement, je trouve qu'on est dans la même aporie qui a été introduite par le rationalisme. Quand je parle de rationalisme, c'est cette religion de la rationalité. Nous sommes des êtres humains, nous avons une forme de rationalité, et c'est une manière d'appréhender les choses qui est très intéressante, mais elle n'est pas seule. Le rationalisme vient dans son absolu. Dans le rationalisme primitif, c'était l'idée de maîtriser le monde par la raison. C'est de devenir maître et seigneur de la nature. Et c'était ça l'enjeu des Lumières. C'était d'arriver à cela, de se distinguer. L'être humain, il héritait peut-être un peu de ce que Thomas d'Aquin évoquait avec la raison éclairée. On l'a reprise en disant, oui, on l'a, la raison éclairée. Nous sommes en contact avec l'absolu, le divin, la vérité, justement. C'est ça, lever le voile, les encyclopédistes qui levaient le voile sur les choses pour faire apparaître la vérité. Et je pense qu'il y a un problème là-dedans, c'est que c'est pas dans la rationalité que je vois la difficulté, c'est dans cette exclusivité de la raison. Seule la raison serait capable, évidemment, c'est la seule
avec ou sans clergé, mais c'est la seule qui peut parvenir à la vérité. Et la vérité serait le fait de quelques-uns, de quelques élus en quelque sorte. Mais nous ne sommes pas dans ce monde-là. Au niveau de la médecine, ce que ça a provoqué, cet aspect-là, c'est aussi un élément, cette quête de la vérité, de l'essence, de la maladie, donc de l'objet maladie. Finalement, il y a eu ce grand débat qui a eu, et cet affrontement, mais dont le rationalisme est sorti évidemment grand vainqueur là-dedans, c'est contre l'empirisme. Mais n'oublions pas que l'empirisme, c'était depuis l'Antiquité, avec Sextus Empiricus, et puis ensuite, on peut remonter jusqu'à Montaigne, jusqu'à toutes ces choses-là, c'était de découvrir le monde par ses sens, par notre sensorialité, par notre corps vivant, par le corps qui, comme disait Spinoza aussi, nul ne sait tout ce que peut faire un corps, parce que un corps, il est vivant, il est en adaptation permanente, il est mobile, il est malade aussi parfois, c'est-à-dire qu'il fonctionne, il a son propre sens en quelque sorte. Et le problème aujourd'hui, c'est que finalement, on a enlevé ce sens-là du vivant, et on est dans cette idée que par ce rationalisme qui s'est mis en place, que on est dans une quête de la vérité, on doit prouver. Et puis, on est devenu des obsédés dans ce monde moderne. On est dans la crainte de se faire avoir. On a terriblement peur de se faire avoir et de se faire tromper, d'être illusionné. On a peur de l'illusion. Donc, on se dit, c'est peut-être pas pour des bonnes raisons. Si quelqu'un va mieux et que ça n'est pas lié à un médicament prouvé, c'est qu'il n'y a pas de bonne raison à ça. Donc, ça n'existe pas. Et pourtant, on voit tous les jours que tout cela se mélange. Donc moi, je pense qu'il est très important de revenir à de l'empirisme, principalement dans la médecine, et surtout dans la médecine, c'est-à-dire aussi comment vivre quand on est dans une situation d'adversité du corps qui est pas bien, qui souffre, on a de la peine à faire avec quelque chose dans l'existence, d'en appeler aussi à notre vécu sensoriel et pas uniquement rationnel. C'est un travail de raison et peut-être un des plus nobles que d'admettre que la raison a des limites, de se donner à elle-même ses limites ou de les explorer et de dire ce n'est pas parce qu'il y a ces limites que ce qui est en dehors de ces limites n'existe pas. Ça résume un peu votre pensée, ça. Oui, je le sens aussi comme ça. C'est-à-dire, il y avait une très belle définition que donnait Bergson aussi sur ces choses, sur le contact à la réalité, si tant est qu'il en est une. Mais d'abord, il disait qu'il n'y a que l'art qui nous permette de nous approcher de la réalité. Et il ne mettait pas ça tellement du côté de la science rationnelle, en quelque sorte. Mais surtout, je trouvais assez intéressant cette manière de dire que pour l'être vivant, il y a le contact. Nous sommes des êtres parce que nous sommes reliés par 1000 fils, par des millions de fils à tout ce qui nous entoure. Nous sommes une émanation de l'environnement et nous sommes totalement intriqués dans l'environnement. Et donc, le contact est tellement important. On voit dans cette pensée réductionniste que l'on a aujourd'hui, on est en train de regarder dans le cerveau. Mais le cerveau, il se passe rien dans le cerveau. C'est des carrefours, c'est des voies de communication, mais qui mettent en lien. La question de la conscience, par exemple. Tout le monde cherche ce siège-là. On ne le trouve pas. Mais pourquoi ? Parce la conscience, elle est au contact. Elle n'est pas dans mon corps. C'est pas en moi, la conscience. Elle est dans tout ce que chaque contact infime de mes sens. Bergson mettait d'abord le contact. Ensuite, il mettait l'intuition. Mais l'intuition dans le sens de, justement, c'est pas rationnel. C'est sentir quelque chose. Ça lui a été beaucoup reproché, ça, à Bergson. Oui, certainement. et finalement, la compréhension d'un problème vient après. Et on oublie à quel point la conscience, et a fortiori la conscience rationnelle, ne précède pas les choses, elle les suit. Alors, c'est un magnifique instrument que nous avons, enfin, une capacité que nous avons. On a une chance extraordinaire d'avoir cette possibilité de recul. Mais recul, c'est aussi comment est-ce qu'on peut, avec le recul vient le respect. On n'est pas dans le spectacle, on est dans le respect pour avoir cette capacité de s'émerveiller de ce qui se fait. Mais on a inversé les choses. On pense que notre rationalité commande, pilote, devient maître et seigneur de la nature. Et c'est ça la difficulté, notre mal de société, il se situe là. Cette impression que on va tout pouvoir expliquer, on peut tout contrôler. Il n'y a plus d'erreur, c'est la perfection. On arrive dans l'idéal platonicien parfait, le monde des idées, c'est-à-dire le monde de la réflexion, est pur, il est céleste, il est parfait. Et en même temps, un côté très concret, alors dans les
projet de société, c'est ce projet d'homme augmenté qui ne cesse de prendre de l'importance, qui est en lien d'ailleurs avec le hype autour de l'intelligence artificielle. Et donc l'idéal de l'homme qui serait produit par lui-même et même augmenté, ça vous suscite quoi comme réflexion? Alors ça, c'est plutôt l'horreur. Comme réflexion. Non, on sent bien que nous sommes dans une société, et surtout cette société aujourd'hui poussée dans son extrême du post-humanisme ou de ces choses-là qui sont biocides. On sent l'acharnement à détruire le vivant. C'est un réel acharnement. On s'acharne même sur son propre corps, en disant du reste que le corps n'est plus utile. La conscience numérique est suffisante. Sauf qu'il suffit de se couper le contact, puis on verra bien qu'il ne se passera plus grand-chose. Mais par contre, c'est terrifiant, cette dimension. Nous avons à ce point rendu le vivant objet, et la science a contribué à cela, la science rationnelle, à rendre toute chose objet, qu'il n'y a plus cette dimension qualitative, irrationnelle, subjective. Et donc, on peut effectivement massacrer le vivant, que ce soit les abattoirs des animaux, les génocides, enfin, on le voit bien autour de nous. Il y a d'un seul coup, le vivant n'a plus de valeur. Et donc, c'est devenu pure marchandise. Et ça, c'est un grand problème. Et c'est un problème que l'on voit jusque dans l'hôpital. J'aimerais vous entendre juste dire un mot sur un livre qui m'a intéressé, qui est une espèce de canular en même temps, écrit par un écrivain italien qui s'appelle Andrea Colamedici. Et il l'a écrit sous le pseudonyme de Xun, en partenariat, dit-il, avec ChatGPT et Claude. Et ce livre s'appelle Hypnocratie, donc. Il décrit un phénomène qui m'apparaît quand même central, c'est l'état permanent d'hypnose et même de transe dans lequel on est, non seulement avec l'intelligence artificielle, mais avec les réseaux sociaux, et avec Trump, et avec ces crises successives, quotidiennes qu'il suscite et qui nous tiennent en état d'hypnose et de transe. Je vous pose cette question parce que vous êtes un spécialiste d'hypnose. En plus d'être psychiatre, vous êtes reconnu. Quel rôle ça joue, selon vous, ça? Et est-ce qu'on n'est justement pas dans un déni parce qu'on perd contact avec la réalité et avec nous-mêmes dans cette hypnose continue? Oui, je pense qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. D'abord, pour comprendre en quelques mots la question de l'hypnose, c'est ce que la modernité a essayé d'utiliser comme instrument de démonstration de l'efficacité de ce qui se joue dans la relation interhumaine, et notamment dans le soin, puisque finalement, l'hypnose est née du magnétisme, et du magnétisme animal, qui était lui-même, au temps des Lumières, c'est un médecin des Lumières, Franz Anton Mesmer, qui avait sorti sa grande théorie qu'il voulait démontrer avec son fameux baquet, en faisant l'expertise lui-même de l'exorcisme, et en disant « je peux vous faire de l'exorcisme sans exorcisme, je le fais avec du magnétisme ». Puis après, la même chose, avec cette question du magnétisme de Mesmer, on a mis au point le fameux dispositif contre le simple aveugle, contre placebo, c'est né de cela, et où on a démontré qu'on pouvait faire finalement du magnétisme sans magnétisme. On a dit on fait de la médecine par l'imagination, etc., etc. Bref, alors pour revenir, l'hypnose est née de cela. C'est un dispositif de démonstration. Ça démontre une chose qui existe déjà. Ça n'a jamais rien produit, l'hypnose. L'hypnose, c'est seulement un dispositif qui va mettre en scène un rituel de soins ou un rituel d'illusionnisme au spectacle ou des choses comme ça. Mais il y a absolument aucune énergie là-dedans en tant que telle. Mais par contre, la mise en scène est très importante. Ça, c'est la première chose. Et puis, cette récupération, finalement, d'un phénomène, j'ai envie de dire, naturel, dans le sens qui se produit pour d'autres raisons, qu'on récupère sous une terminologie que l'on appelle hypnose. Mais dans le fond, ce qu'il faut comprendre par l'hypnose, c'est simplement la mise en scène d'une situation, de la dynamique. On peut comprendre et on peut voir tous les phénomènes de l'hypnose par la dynamique de l'attention. L'attention, c'est une disposition qu'ont tous les vivants. On oriente à un moment donné notre sensorialité et notre vie en fonction de quelque chose de précis. Et c'est ça qui est intéressant dans ce qui est évoqué dans l'hypnocratie, c'est que effectivement, ce captage de l'attention, on sait aujourd'hui, on fait de la neuroéconomie, par exemple, depuis une vingtaine d'années. Ça sort de là. C'est cette idée que aujourd'hui,
plus on arrive à capter l'attention des personnes, et évidemment, plus ça aura de valeur. C'est le nombre de clics qu'il y a sur un réseau et tout ça. Donc, il y a une sorte il y a toute une industrie aujourd'hui de l'attention. Tout est, les réseaux sociaux, tout est là pour fait capter l'attention. Voilà. Et on est très vulnérable à ça. On est très vulnérable parce que nous sommes des êtres attentifs. Et là, on est dans une sorte de... Et on le voit bien dans ce qui se passe. Le phénomène de l'hypnocratie qui est évoqué de Trump, moi, me rappelle beaucoup aussi ce qui s'est passé lors du deuxième conflit mondial, avec le fait que le Troisième Reich avait réussi, et c'était les études encore de Gustave Le Bon sur l'énergie des foules, sur ce phénomène on disait, du reste, que Hitler utilisait la swastika parce que c'était un symbole hypnotique, il hypnotisait des foules. C'est pas quelque chose de nouveau dans ce sens-là, mais on le réactualise en fait aujourd'hui de cette manière, et c'est un peu ce qu'on voit avec l'idée de Trump et ces choses-là. Dans cette idée de savoir capter l'attention, d'une part, et il ne faut pas oublier que du temps du deuxième... on dit souvent, les historiens le disent, ce qui a fait la force du Troisième Reich, c'était de commencer à utiliser les ondes radio. C'était les premières émissions radio qui ont fasciné les gens. Tout comme, par exemple, le génocide au Rwanda était parti de la radio des Mille Collines, parce qu'il y avait d'un seul coup les Rwandais qui commençaient à accéder à la technologie. Mais dans des phénomènes quand même d'une espèce de transe, c'est-à-dire de mise en commun d'une énergie qui est là dans les populations, qui a envie de se synchroniser. Oui, alors certainement, parce que ça fait aussi partie de la dimension, on va dire, religieuse, de ce qui relie dans la religion. Et on se relie aussi par cette attention, cette focalisation de l'attention commune. C'est ce qui crée la communauté humaine aussi. Et ça, c'est utilisé de cette manière. Et je pense que là-dedans, c'est ce qu'on vit avec ce phénomène aujourd'hui de réseaux sociaux, d'intelligence artificielle qui va beaucoup là-dedans, qui fascine. En ce moment, il y a cette fascination, cette absorption de l'attention. Et j'ai presque envie de dire, c'est cette sorte d'autophagie qui se fait. Pour moi, là-dedans, on arrive dans ce monde où il y a c'est comme Chronos qui mange ses enfants. L'intelligence artificielle, c'est ça. C'est tellement... Ou même le mythe de Narcisse, on se reconnaît tellement dans le fonctionnement de cette intelligence artificielle, mais qui n'est que pure illusion. Et finalement, on est en train de se détruire avec ça. On a cette rationalité qui se dévore elle-même, en quelque sorte. Les grands mythes de l'Antiquité ont tout dit. Absolument. Éric Bonvin, le titre de ce podcast, c'est « Parce qu'il faut bien vivre ». À la fois, il faut vivre, on est là, on est au monde, on est des êtres au monde, et puis bien vivre, il faut bien vivre. C'est quoi pour vous bien vivre ? D'abord, c'est vivre. C'est pas la vie. La vie, on la connaît pas, c'est un concept. C'est vivre. C'est de pouvoir s'installer là, dans ce corps, mais le corps vivant qui est un corps vivant, qui comme je le disais tout à l'heure à propos de Spinoza, dont on ne sait pas ce qu'il peut. Pas en termes de performance, mais en termes de capacité d'être dans le monde, de le découvrir, de s'émerveiller. Et je pense que vivre bien, c'est de pouvoir trouver son adaptation, son ajustement à l'environnement dans lequel on est. Je vois souvent, finalement, c'est ce qui me conduit dans l'accompagnement aussi des patients, dans les thérapies que je vois. Finalement, je me suis souvent demandé, mais qu'est-ce que l'épreuve de la souffrance ? Comment est-ce qu'on peut la comprendre ? Puis finalement, on se rend compte que souffrir, c'est avoir de la peine à faire avec quelque chose. Parfois pour de bonnes raisons. On a de quoi quand on voit où va notre planète en ce moment et tout. Mais aussi parfois pour des raisons qui nous sont propres. Et la question de vivre, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut faire avec tout ça. Comment trouver à faire avec, à adhérer, non pas à se détacher, non pas à se défaire des choses, mais à adhérer avec le cours de l'existence tel qu'il se fait. La vie, c'est pas un objet qui a un début et une fin. Je pense qu'on est plus dans la durée, on est dans le cours de quelque chose, et c'est aller là-dedans. Vous arrivez, vous, à vivre ça ? Oui. À vivre cela ? Oui, souvent. Alors, je peux pas le dire toujours, et je suis pas dans un état de béatitude, qu'on soit bien d'accord. Et il y a en permanence aussi des situations, des aléas, des situations d'adversité. Mais pour moi, c'est important de ne pas me crisper face à ce qui se passe, en quelque sorte. Et c'est ça. Mais c'est pas non plus d'être dans l'acceptation complète et béate de tout ce qui se passe. Mais c'est cette tension
d'ajustement, de relation avec le monde, avec les autres, et puis avec moi-même finalement, avec moi-même de ce que j'ignore et de ce que je ne saurais non plus jamais de moi-même. Éric Bonvin, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter un épisode du podcast Parce qu'il faut bien vivre avec mon invité du jour, Éric Bonvin, médecin, psychiatre, anthropologue et directeur général de l'hôpital du Valais. Je suis Bertrand Kieffer, médecin, théologien et éthicien. Merci de nous accompagner dans l'exploration de la jungle des défis contemporains et à bientôt pour un nouvel épisode de ce podcast de la Revue médicale suisse.